Merci beaucoup d'être venu. C'est vrai que ce n'est pas un thème très facile à expliquer, les violences liées à l'honneur et les mariages forcés, mais c'est quand même une réalité très poignante dans notre pays, en Belgique, dans notre petite province. Nous avons eu ici jusqu'à 220 victimes de 38 nationalités différentes, de familles qui veulent soit que leur fille ou leur fils épouse des gens qu'ils ne connaissent quasi pas et qu'ils n'ont pas choisi. Or, je vous rappelle qu'il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas de consentement. Donc la loi est bafouée, ils le font. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que vous avez certainement 100 fois plus de mariages forcés et de violences liées à l'honneur qui sont perpétrés dans ce qu'on appelle les familles patriarcales, c'est-à-dire les familles où c'est l'homme qui décide et ce sont les traditions qui sont perpétrées d'homme à homme, de grand-père à père à fils. Les filles ne sont que soumises, doivent obéir et doivent être des bonnes femmes, des bonnes ménagères et des bonnes épouses. Et ce qui est important aussi, que ce soit des épouses qui soient vierges au mariage. Et donc, nous allons voir toute une série de comportements éducatifs qui vont nous montrer que ces familles cherchent absolument que ces filles soient préparées à ce mariage et donc avec un contrôle permanent de leur comportement, de leur scolarité, de leurs loisirs, de leur socialisation. Et donc nous avons mis en place à l'ASBL toute une série de signaux d'alerte qui permettent à chacun, aux professeurs, aux psychologues, aux éducateurs, aux voisins qui regardent, de détecter s'il y a un problème de violence à l'honneur ou de tentative de mariage forcé. Voilà en gros. Je vais laisser la place maintenant à Violette qui va nous présenter Imen, qu'elle a créé, qu'elle a écrit, et je lui laisse la parole. J'aime autant vous dire là que je suis vraiment pas contente. Non, parce que j'ai reçu le verdict dans l'affaire de Jade. Et c'est une blague. Le juge s'est foutu de nous. Et une blague, mais pas de bon goût, hein, ça je vous assure. Alors, moi je veux bien, hein. C'est pas condamnable de retourner dans son pays pour faire rencontrer sa famille à sa fille. Mais Jade, elle a vite compris que la rencontre fortuite avec un cousin éloigné, ben, ça sentait plus le mariage arrangé que la gentille réunion de famille. Hein. Et carrément le mariage forcé. Parce que Jade, elle veut étudier, pas se marier. Et vous savez ce qu'elle étudie avec? Le droit. Ah ouais, manque de bol pour ses parents, hein, parce qu'elle a appris que depuis 2007, il y a une loi qui interdit le mariage forcé. Ouais, sauf que c'est comme la poussière, hein, on la met souvent sur le tapis, et puis toutes les filles ne le savent pas. Après, ça ne les empêche pas au départ, quand même, de dire non au mari qu'on leur impose. Et dans ce cas-là, vous savez ce que font les parents? Ils sortent le carton rouge. Enfin, plus précisément le bleu, la couleur du ciel.
Il te voit de là-haut. Et si tu ne nous obéis pas, tu finiras en enfer. Alors, ils sont peut-être directement connectés avec l'au-delà. Ou alors on n'a pas les mêmes références, mais dans aucun livre sacré, ça je peux vous assurer, on ne parle des mariages forcés. Hein. Ils leur font avaler la pilule du religieux pour que ça passe mieux. Et pendant ce temps-là, la pilule contraceptive, ça leur passe sous le nez. Hein. Ah bah oui, tiens, hein, avec la pilule, pour avoir des bébés, c'est mal barré. Hein. Non. Le juge a trouvé que c'était des parents simplement stricts. Ben moi, je trouve qu'ils ont aussi beaucoup d'imagination. Hein. Surtout la mère. Hein. Vous savez ce qu'elle fait, la mère hein. Moi franchement, je suis très étonnée parce que ça ne me serait jamais venu à l'idée d'utiliser régulièrement mon doigt pour vérifier si ma fille était toujours vierge. Bon, d'accord. Le spéculum, la première fois, c'est un petit peu impressionnant. Hein. On a juste envie de remettre sa culotte et de prendre ses jambes à son cou. Hein. Mais quand même, c'est moins traumatisant que le doigt de sa mère. Et puis, un geste comme ça, c'est quand même reconnu comme un viol aux yeux de la loi. Ça aussi, Jade le sait. Sauf que, quand tu es biberonné à la fixette de l'imam, qui doit rester intact jusqu'au jour du mariage, eh ben, tu le vois pas comme ça. Et puis, c'est pas facile quand même hein, d'aller raconter ça à la police. Et c'est tellement énorme que l'avocat des parents a pu dire que la fille mentait. Et en y croyant sincèrement en plus. Non mais, quand je vous dis que le juge il s'est foutu de nous, parce que la mère quand même, elle a quand même planté une fourchette dans la main de sa fille. Et elle lui a donné des coups. À l'association, hein. Comme Michel le disait, on a aidé des jeunes qui venaient d'une 35-38 pays. Hein, bon, qui ne sont pas très bienveillants quand on ne rentre pas dans le rang. Hein. On a eu des jeunes qui venaient de la Chine, de la Russie, des pays d'Europe de l'Est, du Maghreb, de l'Afrique. Ah, pour ça, on peut faire des statistiques sur les moyens éducatifs un petit peu limites. Hein. Mais ils ont tous un point commun. Hein, vous ne devinez pas un petit peu ce que c'est hein. Ouais. C'est que l'honneur de la famille, ça retombe sur qui hein. Sur les femmes, évidemment, hein, bien sûr. Mais du coup, Jade, par exemple, hein, si elle avait accepté de se marier, elle aurait dû arrêter ses études. Ça, c'est une violence liée à l'honneur. Et c'est pour ça que nous, on fait quand même une différence entre ces violences-là et celles faites aux femmes en général. Alors c'est vrai que, à la limite, on peut se dire, mais pourquoi Jade aurait dû continuer à aller passer hein, son temps sur les bancs d'université, puisque ces filles-là, depuis qu'elles sont toutes petites, elles doivent obéir à leur père et à leur frère. Alors c'est clair que à 18 ans, elles ont un master en poche pour devenir une bonne épouse. Hein. Pas besoin de continuer à aller à l'école. Hein. Bon. Après, vous me direz, il n'y a pas que les filles qui sont obligées de se marier pour se taper toutes les tâches à la maison. Hein. Sauf que la différence, c'est que si un jour, on en a marre de faire la boniche et qu'on claque la porte, on n'a pas tout notre entourage pour nous l'interdire. Choisir notre vie, c'est notre droit. Et les parents ont le devoir d'élever les enfants dans un milieu bienveillant et épanouissant. Non mais moi, ce verdict, je vous assure, ça ne passe pas. D'ailleurs, ça me donnerait presque envie d'ajouter cette façon de faire au questionnaire que l'on remet pour s'assurer qu'on est bien dans un cadre de violence liée à l'honneur ou de mariage forcé. Ouais. Sauf que ce questionnaire, on le communique aux responsables des écoles. Du coup, je me dis que parler d'une mère qui met un doigt à sa fille, ça va peut-être pas le faire. Hein. Ouais, mais finalement, si on peut le vivre, pourquoi on ne pourrait pas l'écrire? Alors, heureusement, hein, toutes les filles ne vivent pas ça. Mais l'important, c'est qu'elles sachent qu'elles ne doivent pas avoir honte d'en parler. Et que ça n'est pas leur faute. Parce que croyez-moi, hein, ces filles-là, elles sont souvent élevées pour être de potentiels coupables et jamais des victimes. Hein. Et puis de toute façon, c'est quoi le plus choquant? Oser poser la question ou que ça existe vraiment?
endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement tel, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. J'avais les yeux couleur rubis, et des plumes de couleur de la nuit. À son front, brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il me revenu. Dit l'oiseau, on dit en mer de moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie, et faire recueillir l'aigle noir dans un bruissement d'aile, pour il s'envole pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac. J'ai 18 ans et j'ai la honte. C'est toujours mon père qui me conduit à l'école. Il ne me dépose pas en voiture, comme beaucoup de parents. On fait le trajet à pied, à son pas. Et il marche vite, mon père. Je dois baisser le regard pour ne pas croiser celui de personne. Des fois, que ça serait pris comme pour un encouragement. Depuis que je suis toute petite, on me dit que la rue, c'est dangereux. C'est sans doute pour ça que nous faisons chaque jour un détour pour éviter un groupe de jeunes. Mon père veut tellement me protéger qu'il attend que je rentre en classe, qu'il vient voir sur le temps de midi si je ne prends pas le risque de sortir pour aller manger un sandwich avec les autres élèves, et qu'il m'attend après les cours pour me ramener à la maison. Tous les jours,
tous les jours. Là encore, c'est lui qui choisit mes vêtements, mes sous-vêtements aussi. Ma chambre, elle n'a pas de porte, il l'a retirée. C'est mieux pour regarder si je ne fais pas n'importe quoi. L'extérieur est hostile, c'est pour ça que je ne sors jamais avec mes copines, que je ne vais jamais comme elles faire du shopping ou au cinéma. Et j'ai encore moins le droit d'avoir un petit copain. Le directeur de l'école a commencé à s'inquiéter quand mon père a refusé que j'aille à une séance d'information au planning familial. Que des conneries. Et il a fait le trajet dans la rue, à mes côtés, avec tous les élèves qui le regardaient. Oh la honte. Il ne voulait pas que j'assiste aux séances de cinéma organisées par l'école. Je n'en pouvais plus. Je suis partie de la maison. Depuis, je me cache car j'ai très peur que mon père me retrouve. Je m'appelle Leïla. Je suis la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Chez moi, on me reproche de m'être trop européanisée. Je sais pas trop bien ce que tu entends par là. J'ai 19 ans et je vis une partie de l'année chez mon frère car depuis que mon père est pensionné, mes parents retournent souvent au pays. Chez moi, on ne parle pas de ces sentiments. Ni de ceux qu'on éprouve les uns pour les autres et encore moins de ceux qu'on peut éprouver pour quelqu'un en particulier. Mais alors avec qui en parler? Comment le dire? Que faire de la crainte qu'on me juge? Un jour, j'ai trouvé le moyen de me confier à mon frère. Mais j'ai tout de suite compris que c'était une très très mauvaise idée. Il m'a répondu que j'allais aller au pays pour me faire soigner. Oh, je pense qu'ils vont me marier là-bas. Moi, je veux pas. Je suis pas malade. Je me suis juste aperçue que j'aimais les personnes du même sexe que moi. Et depuis c'est l'enfer chez moi. Tellement que je suis partie vivre chez une amie. C'est sa maman qui m'a gentiment proposé de m'héberger. Maintenant, je reçois des menaces de mort de ma famille. Mes frères m'ont retrouvée et ils tournent souvent en bas de l'immeuble. Et j'insiste auprès de la mère de mon amie en passant par les pleurs, par les suppliques et aussi par de l'agressivité. J'ose plus aller à l'école. Mais moi, je veux finir mon année, je veux mon diplôme. Et je ne peux plus rester chez mon ami et sa mère. Je ne peux pas leur causer des problèmes. Alors je vais aller à la police, en espérant que là, on me comprendra, qu'on comprendra qu'il faut me protéger. Je suis en danger. Je suis en danger pour avoir aux yeux de ma famille faire leur déshonneur. Et pour ça, il faut que je sois punie. Je m'appelle Isabelle et j'ai 20 ans. Je suis élève en 2e année de haute école pour devenir professeur. Je vais bientôt commencer mon stage. Je suis contente car impatiente d'avoir mon diplôme pour enseigner. Je prends le bus pour aller à l'école et je fais une partie du trajet à pied. Mes frères ne sont jamais très loin. Ce jour-là, j'ai croisé un copain de l'école. On a parlé un petit moment, juste quelques minutes. Seulement parce que je ne peux parler à personne et surtout pas aux garçons. Arrivé à la maison, mon frère de 17 ans qui me suivait se jette sur moi et me frappe à la tête, sur le corps, très fort encore, tellement que j'en tombe. Pendant les 3 semaines suivantes, je ne suis pas allée à l'école à cause du traumatisme cérébral. Je ne suis pas allée en stage non plus. Et je ne sais pas si je vais pouvoir réussir mon année scolaire. Le mari de Nadia. Encore un sympa celui-là. Alors je vous explique. Le gars a eu la chance d'épouser une première main de 18 ans. Il en a quand même 20 à 25 ans de plus. Et parce qu'elle ne fonctionne plus très bien, bah, il décide d'aller en chercher une nouvelle. Bon, ceci dit, les parents de Nadia, ils sont pas plus sympas que son mari. Parce qu'elle, elle aimerait bien retourner dans son pays auprès de sa famille. Mais pas question. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle les a déshonorés. Ah ben oui. Son mari demande le divorce, donc c'est forcément de sa faute.
bah, c'est vrai que Nadia s'est réveillée un beau matin en se demandant qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour emmerder mon mari. Bon, je m'attraperais bien une bonne petite maladie qui pourrait me faire mourir à 28 ans. Il faut savoir que lorsque les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, ou qu'elles tombent malades, et particulièrement si c'est lié à leur féminité, bah, elles deviennent des parias. Ou alors on les refile à un homme qui veut bien d'une seconde main. Pour ça, ils n'ont pas attendu le réchauffement climatique pour recycler. Mais bon, ils ont quand même encore un peu de boulot pour être des bons écolos, parce qu'il paraît que faire des enfants, ça pollue. Mais voyons quand même le bon côté des choses. Hein. La polygamie et la bigamie ne sont plus acceptées dans certains pays. Du coup, bah, ils feront moins d'enfants. Hein. Après tout, chacun a sa façon de contribuer au sauvetage de la planète. Mais qui dit objet de consommation, bah, dit obsolescence programmée, bien sûr. Mais une femme, c'est pas un objet. Et une petite fille non plus, d'ailleurs. Hein. Alors, moi, je suis bien d'accord pour dire qu'on ne doit pas habiller les petites filles comme des petites femmes. Mais alors, faut pas les regarder comme ça non plus. Hein. Parce que si un homme qui croise une gamine a besoin qu'elle soit couverte de la tête aux pieds pour pas avoir envie de la pécho, c'est pas un macho. Hein. Ça porte un autre nom. Hein. Et la gamine, si tu peux pas la mater, eh ben, tu peux encore moins l'épouser. Sur l'échiquier mondial, c'est 12 millions de filles de moins de 18 ans qui sont mariées de force chaque année. Ça doit faire une toutes les 3 secondes. 1, 2, 3. Et pendant ce temps-là, il y a une gamine, quelque part dans le monde, qui s'est fait violer. Bah oui, c'est un viol. Hein. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, des gamines qui parfois n'ont même pas 10 ans, j'en connais pas une seule qui rêve d'être dans un lit avec un homme qui ressemble à son père et parfois même à son grand-père. La première cause de décès chez les 15-19 ans, ce sont les grossesses précoces. Et le sida. Ça, il n'y a pas que les traditions qui se transmettent. Hein. Alors c'est vrai qu'ici en Belgique, on n'est pas directement confronté au mariage précoce. Mais les filles qui sont obligées de se marier, hein, ben, elles ne sont pas différentes des autres jeunes filles, hein, de vos filles à vous, de leurs amis, de vos voisines. Ça peut même être les filles dont vos enfants pourraient tomber amoureux. Et qu'elles soient nées ici ou pas, on s'en fout, elles vivent ici. Et elles ont le droit, comme les autres, d'être protégées. Michel nous le disait aussi, la loi dit qu'on ne peut pas se marier avant 18 ans. Mais elle dit aussi qu'on ne peut consentir un mariage qu'avec le plein accord des deux futurs époux. Alors c'est vrai que parfois, parce que c'est lourd quand même tout ça, hein, j'essaie de relativiser. J'essaie de me dire, bon, arrête de bloquer sur des trucs. Hein. C'est vrai que, bon, voilà, les mœurs des uns ne sont pas celles des autres. Il y a des gens qui sont élevés avec des valeurs et qui ont envie de les transmettre. Oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais là où j'ai vraiment du mal, c'est de me dire qu'il y a des femmes qui peuvent jouir et puis des femmes qui doivent subir. Et puis de me dire aussi que c'est pas parce que ces jeunes filles, et puis ces garçons-là aussi d'ailleurs, n'ont pas la même culture que nous, qu'on doit trouver normal qu'ils soient formatés depuis qu'ils sont tout petits. Parce que c'est pas difficile de désactiver un humain. Hein? On peut poser sur lui un regard bienveillant, une écoute attentive, une main qui se tend. On peut tous faire ça parce qu'on peut tous être concernés par cette problématique. Et puis, de toute façon, si s'aimer, c'est éphémère, ou que ça doit durer pour toute une vie, l'important, c'est que ça ne doit pas être parce que ça a toujours été comme ça, et que ça doit le rester. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose en sortant d'ici, c'est que choisir d'aimer, c'est un droit. Viens
accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. You are the only one. You are the only. You're the only one. The only. You are the only one. You are the only one. You are. Yes, you are. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous on vacille pour votre flamme. Je remercie vivement Violette et son talent. Merci Diego, merci mes copines, merci les danseuses. On a voulu faire passer ce message parce que ça nous tient à cœur et nous le faisons passer par différentes modalités. On écrit des livres, c'est toujours Violette qui écrit les livres. On donne des conférences, on danse. On n'a pas encore chanté. Non, mais ça sera pas moi. Non, c'est pas une bonne idée. Non plus, c'est pas une bonne idée. Je passe mon tour ce jour-là. On se lance dans le théâtre, voilà, et on essaye de faire passer le message au tout public, mais aussi ce que nous désirons faire, c'est former les professionnels et aller dans les écoles pour dire aux jeunes, dire aux filles qu'elles ont des droits et qu'elles doivent les faire respecter et que les lois doivent aussi se faire respecter. Voilà, maintenant nous sommes tout attentives à vos questions, vos réflexions sur le sujet. Les violences liées à l'honneur, les tentatives de mariage forcé, le mariage forcé, pour nous, ne devrait pas exister en Belgique et il est là. Il est sournois parce qu'on ne le voit pas et comme il n'est pas puni, il continue et il continue. Merci. On va se mettre ici si on a des questions, si vous voulez vous... Oui, je vous en prie. On va s'asseoir parce qu'on est fatigué. Je te laisse ta place. Beaucoup de délicatesse, mais en même temps, que les messages qu'on passe. Moi,
je voulais demander... Attends, parce que Violette n'écoute pas. Ah oui, voilà. Non, mais je vais du... Bon, d'accord, ok. Non, j'allais dire par rapport à ces jeunes filles, voilà, moi dans mon métier, j'entends parfois qu'effectivement, j'ai perdu quelque chose. En été, qu'elles doivent repartir, on dit pour des vacances, et en même temps, on sait très bien ce qui va se passer. Est-ce que dans les communes, l'officier de l'état civil, est-ce que c'est une vigilance de surveiller ces déplacements systématiquement en été, des jeunes filles qui reviennent, enfin qui partent célibataires, qui reviennent mariées? Est-ce qu'il y a un point de vigilance par rapport à ça? Parce que je sais que... Entre autres, quand on a par exemple une carte de séjour provisoire, je n'ai pas en tête les détails, mais on ne peut quand même pas sortir X fois de la Belgique. Il y a quand même un contrôle par rapport à ça. Et voilà, donc par rapport aux tentatives de mariage forcé, est-ce qu'il y a une conscience dans les communes qu'il peut y avoir entre guillemets un dérapage par rapport à ça? Tu veux répondre ? Non. Elle commence, cette conscience, mais elle n'a pas toujours existé. Il existe maintenant une formation pour les officiers d'état civil parce qu'ils ont remarqué que des filles arrivaient tristounettes et ne souriaient pas du tout à l'enterrement, au mariage, et ça se passait mal. Ils ont remarqué aussi qu'il y avait des demandes de mariage qui étaient remises 6 fois à Mons. Et l'officier de l'état civil me disait, mais enfin, ils ne se rendent pas compte. Et je dis, mais il y a quelque chose là en dessous. C'est qu'il y a des refus, c'est que ça ne se fait pas facilement et c'est tout à fait anormal. Donc c'est vrai qu'il faut continuer et il faut continuer à surveiller de ce côté-là. Mais ce qu'ils pratiquent plus facilement, c'est soit la cohabitation forcée en Belgique. Donc à 15 ans, on fait une fête et on fait cohabiter, on marie religieusement ou de manière coutumière les jeunes qui ont 15, 16 ou 16, 17, mais qui ne sont pas encore en âge d'être mariés légalement. Et puis on les laisse et ils vivent comme ça. Et ça, donc, c'est vraiment détourner la loi. Ou alors, la deuxième solution qui se fait vraiment très très fort, et c'est pour ça qu'on dit que le mois de juin est délicat, parce qu'elles se rendent compte qu'en juillet et août, donc pendant les vacances, toute la famille repart dans le pays d'origine, quel qu'il soit, et là, on va préparer, si elles ont 17 ou 18 ans, on va préparer un mariage encore plus facilement qu'en Belgique ou qu'en Europe. Et ça, elles le craignent. Parfois, elles s'en rendent compte. Parfois, elles voient que les rapports entre la Belgique et le pays d'origine, les rapports sont multipliés et elles se doutent qu'il va se passer quelque chose. Et c'est là qu'elles viennent nous demander, moi, je veux rester en Belgique parce que j'ai trop peur d'être mariée là-bas. Donc, voilà. C'est ce qu'on a constaté, nous, des cas qui nous sont arrivés. Maintenant, je présuppose que on va devenir de plus en plus observateur de la chose aussi au niveau des mariages légaux. Il faudrait. Quand la fille commence à pleurer, se met dans un coin et ne répond pas, ou ne dit pas oui, ne dit pas non, on ne doit pas faire le mariage. Le mariage n'existe que s'il y a un consentement des deux parties. Il faut le répéter, ce qui n'est absolument pas clair dans certaines familles. Non, je ne sais pas si quelqu'un a une autre question. Merci. Oui, je me demandais, lorsqu'une jeune fille vient vous voir pour cette situation problématique, qu'on veut la marier de force, etc., si elle souhaite prendre de la distance avec sa famille, comment est-ce qu'après vous assurez sa sécurité? Qu'est-ce qui peut être mis en place pour que cette jeune fille puisse vivre en autonomie et en sécurité? Je crois que je vais donner la parole à Emmeline. J'aime bien le point autonomie, parce que nous, notre but, c'est justement qu'elles puissent être autonomes, la chose qu'elles n'ont jamais pu faire de leur vie. Donc, elles ont vraiment vécu sous un globe familial, et puis on les déplace, et elles vivent sous le crochet d'un homme. Alors, ce qu'on peut faire, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de chemin type, c'est en fonction de ce que la jeune veut. On ne va jamais à l'encontre de ce qu'elle souhaite.
Nous, dans l'idéal, c'est toujours qu'elle porte plainte. Bon, c'est pas toujours facile. Il y a du pour et du contre. Comme je vous dis, il y a un conflit de loyauté, il y a ce globe familial qui fait que, mais non, pour elle, c'est une honte de porter plainte. Donc il y a tout un travail qui doit être mis en place pour casser un peu cet endoctrinement et cette loyauté. Donc ce qu'on fait, c'est on prépare le départ tout petit doucement, on prend quelques vêtements, ou on s'arrange avec le PMS, on prépare un bagage. Puis après, ben voilà, nous, après, on va travailler par le biais de maisons d'accueil, d'urgence, où on a aussi des familles bénévoles. Mais voilà, il y avait 4 familles, maintenant il n'y en a plus que 2. Bon, elles ont peur des représailles aussi, parce qu'il y a des familles qui ont retrouvé ces familles d'accueil. Donc forcément, on peut comprendre que ça fait peur. Donc après, les personnes vont rentrer dans des familles d'accueil. Alors là, c'est encore une autre étape, un autre passage à faire. C'est se dire, je vais devoir vivre en communauté avec des personnes qui vivent des problématiques plus ou moins similaires. Ça fait peur. On dort ailleurs que chez soi, alors qu'on a toujours connu son milieu familial. On est avec des personnes parfois qui sont alcooliques, qui sont dépendants de drogue ou autre. Et là, parfois, elles veulent faire marche arrière. Alors nous, notre job, on les laisse repartir, même si on a envie de crier haut et fort, non, ne fais pas ça, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera. Tu seras peut-être dans un avion cette nuit, et on ne saura plus rien faire pour toi une fois que la frontière sera passée. De plus, tu es majeur, il n'y aura pas d'avis de disparition qui pourra être élaboré. Donc elles partent, et parfois elles reviennent. Donc nous, on laisse toujours la porte ouverte quoi qu'il arrive. Et puis il y a celles qui ont le courage de partir. Et puis là, on accompagne. Donc on va faire toutes les démarches auprès du CPS pour toucher le revenu d'intégration sociale. On essaye de les faire commencer des formations si elles ne sont pas à l'école. On les fait travailler. On essaie de trouver avec elles du travail. On fait un peu les couteaux suisses. Il n'y a pas de parcours type en fonction de leur âge, où elles sont dans leur vie. Parfois, elles ne sont pas très, très avancées parce qu'elles ne peuvent rien faire. Parfois, c'est juste maison, école. Donc, le monde extérieur fait peur. Alors, voilà, il y a tout à travailler, toute une éducation on doit jouer en bonne mère de famille. Et parfois, un petit peu se fâcher parce que voilà, certaines choses. En gros, une femme ne peut pas être seule. Donc, elle doit toujours être accompagnée ou mariée d'un homme. On en a déjà une, malheureusement, ça faisait à peine 48 heures qu'elle était en milieu d'accueil. C'était mixte. Et le directeur nous téléphone en disant « Écoute, Méline, on a un problème, il faut que tu viennes. Cette jeune veut vivre déjà dans la même chambre qu'un homme. » Elle n'était pas encore divorcée. Et, ça fait rire, mais le problème, c'est qu'elles ont tellement été endoctrinées à dire « Tu ne peux pas être seule et tu dois être avec un homme. » Le premier qui est là, qui va lui faire les beaux yeux, dire « T'es belle, je veux t'épouser. » Elles vont sauter à pieds joints. Donc, il faut vraiment leur expliquer. Moi, par exemple, je peux dire je vis avec quelqu'un, je ne suis pas mariée, là je suis enceinte. Mais pour elles, c'est inconcevable parce que c'est aller en enfer, avoir un enfant, ne pas être mariée, être avec quelqu'un. Voilà, c'est tout un travail qui doit être mis en place. Et je vous dis, je ne peux pas vous donner un parcours type parce que c'est pas possible. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. C'est un travail remarquable. Merci. Oui, je vois ça. Et c'est, comme dit Emmeline, c'est tellement pluridisciplinaire et ça va dans tous les sens qu'on doit s'adapter vraiment cas par cas et voir ce qui ne va pas. Notre credo, c'est quand même qu'une femme qui a une formation, qui a un diplôme et qui sait travailler est sauvée déjà en partie du problème parce qu'elle peut être autonome. Donc on ne dira jamais assez que l'autonomie de ces filles, c'est vraiment une des solutions. Parce qu'ils font tout pour qu'elles ratent, parce qu'on n'a pas le temps de vous dire ici, mais c'est à pleurer. On a une fille qui devait, la veille de ses examens de 2e année haute école comptabilité, donc elle était arrivée là, devait nettoyer absolument tout le bar de ses parents, toute la maison de ses parents, jusqu'à 12h30, et le frère, qui lui ne faisait pas d'études, mettait la musique à fond jusqu'à 4h du matin pour qu'elle n'étudie pas. Et ça ne s'invente pas, ces exemples-là, moi je ne pourrais pas vous les inventer, c'est inimaginable. C'est inimaginable. On la séquestre avant des examens ou des interrogations importantes. On ferme la porte, elle ne peut plus sortir de sa chambre pour qu'elle rate le moment des interrogations. L'inverse de ce qu'on fait en Belgique, vous êtes tous là en train de dire sans doute aux enfants, il faut étudier, il faut avoir un diplôme, il faut t'organiser, etc. Combien de fois on le dit à nos enfants? Ici, c'est l'inverse, c'est le monde à l'envers. Il faut rentrer dans d'autres conceptions et ces conceptions parfois nous terrassent. Parce qu'on ne peut pas imaginer. Un exemple qui me terrasse, moi, c'est imaginer que les parents ont décidé que leur fille, qui était amoureuse de quelqu'un de sa classe, 18 ans,
petite mignonne, etc., décident de l'emmener en vacances dans le pays d'origine et ils l'ont enfermée dans une chambre avec un homme plus âgé qui désirait l'épouser. Elle ne le connaissait pas et il l'a violée et les parents étaient à côté. Et ils ont entendu les cris de la fille, etc. Ils l'ont laissée toute une nuit. Écoutez, ça ne s'invente pas et moi, ça me révolte. Et ses parents sont revenus après, ont ouvert la porte et ont dit, écoute, maintenant, tu n'es plus vierge, évidemment, tu vas épouser cet homme-là parce que tu ne pourras plus épouser d'autres. Tu as perdu ta virginité. Elle est revenue en Belgique et elle nous a demandé de l'aide. Parce qu'elle a dit que ce n'était pas possible, elle ne voulait pas épouser ce type. Donc les parents, en fait, quels que soient les besoins et les sentiments de l'enfant, ils vont jusqu'au bout de leur volonté, sans empathie aucune pour les sentiments et les besoins des enfants. Et c'est ça qui nous terrasse toujours, depuis qu'on a commencé à travailler. Ils ne sont pas sensibles aux pleurs, aux hurlements, à la douleur des enfants. L'honneur est plus important. Je dis, l'honneur de la famille sera toujours le plus important. Que la jeune ne décide pas de vivre avec une personne, c'est comme ça et pas autrement, et t'as pas le choix. Il y a eu du troc, il y a eu de l'argent qui a été mis déjà in utero. La jeune fille elle est promise pour une certaine somme, pour un terrain, pour un commerce. On rigole, on se dit, ouais, bah, c'est dans certains pays, mais pensez aux agriculteurs, pensez à la royauté. Enfin, c'est jamais... c'est pas... Non, pas du tout, mais c'est à petite échelle. Je veux dire, on va prendre juste les agriculteurs. On va rester entre mêmes personnes de même communauté. Comme ça, ben, les terrains, on s'enrichit. On reste dans la même communauté avec les mêmes personnes et les mêmes richesses. Enfin, c'est à plus petite échelle, je veux dire. Mais... Oui. Et oui, tu voulais dire c'est moins fréquent aujourd'hui. Oui, ça l'a été. Ça l'est peut-être encore. Mais comme dit Emmeline, c'est pour les terrains. Donc on va forcer un petit peu la fille à épouser le voisin parce que comme ça on va s'enrichir. Mais il n'y a pas toute cette violence. Parce que ce que nous rencontrons et qui nous terrasse, c'est la violence, les insultes, le fait que la fille, ou elle est soumise ou c'est une pute. Elle est traitée de pute. Il n'y a pas d'autre situation possible pour une fille. C'est le mot magique. Répété tout le temps quand elles n'obéissent pas. Et surtout... elle n'a pas le droit de s'émanciper du tout. Ils sont persuadés qu'elle est un objet qui va répondre aux besoins des parents, ou sinon, elle risque d'avoir de gros problèmes. Et la phrase aussi, qui nous terrasse un peu, décidément on est fort terrassé aujourd'hui, mais c'est... allez, je ne sais plus maintenant cette phrase. Laver dans le sang l'honneur de la famille. Laver dans le sang, c'est-à-dire tuer la personne qui n'obéit pas et qui n'est pas dans le cadre, le fil droit des activités prévues par la famille. Et ça, on se dit, mais allez, ça date de quand ça ? Eh bien, c'est appliqué en 2023. En Europe, dans les pays, en Suède, ils ont eu des crimes d'honneur. Nous aussi, on a notre partie de crimes d'honneur, ne vous en faites pas. En France, ils en ont. Et c'est toujours ça, c'est toujours cette même... thématique qui est stupéfiante. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, ça va. Je sais pas, c'est le cas. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit lié aussi à des espèces de coutumes castratrices liées à la religion aussi? Parce que les 3 quarts du temps, c'est lié à la religion. Ben non. On s'excuse, mais vraiment on s'excuse. Toutes les études faites à ce sujet montrent qu'aucun texte religieux, quel qu'il soit, ne préconise le mariage forcé ni les mutilations génitales. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas parlé des textes. Je parle de certaines déviances de coutumes qui font que ça soit, qui font penser que c'est lié à la religion. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Qu'on excuse par une religion. Voilà, on excuse Donc, au détriment d'une religion, mais ça n'est pas religieux, mais on leur dit que ça l'est. On leur dit que ça l'est. Les premières étudiantes qui m'ont dit qu'elles allaient se marier de force, donc il y a au moins 15-20 ans,
elles m'ont dit, mais vous ne pouvez pas comprendre, c'est religieux. Et sinon, je vais aller en enfer. 18 ans qu'elle avait la fille, hein. Elle y croyait, dur comme fer. Eh bien, vous avez raison. Donc, c'est une manipulation de la religion, mais il y a certains imams, il y a certains prêtres qui font partie un petit peu de l'omerta pour dire avec les familles, tu dois obéir parce que c'est religieux. Ça ne l'est pas. Et donc, quand on a fait une conférence, enfin, il y a longtemps, j'avais fait une conférence avec des imams, dont celui de Kouem, qui a répété devant une salle entière, non, la religion, notre religion n'impose absolument pas le mariage forcé ni arrangé. Il y a eu dans la salle des réactions, parce que les gens, on leur avait dit, les gens d'origine de certaines communautés, on leur avait dit. Et c'était faux. Et il y en a qui ne le croient toujours pas, mais ils n'ont qu'à lire le texte sacré. Hein, ça, c'est... Voilà. Mais c'est ça, on en est toujours au même point de vue. Si vous comparez toutes les religions, que ce soit l'islam, la religion catholique ou autre, les textes sont similaires et identiques dans la plupart des cas. Le problème, c'est que c'est l'homme, et c'est l'homme seulement qui interprète tous ces textes au profit de choses qui ne sont pas très catholiques, c'est le cas de dire. C'est le cas de le dire, oui. Politique, sociale. Mais patriarcale surtout. Hein. Oui, et que dans certains pays, en fait, on endoctrine les enfants dès le plus jeune âge. Tout à fait. Quand ils sont adultes, c'est compliqué. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a un phénomène de conditionnement de ces enfants. Conditionnement à quoi? Tu n'es qu'une femme, tu ne travailleras pas, on ne veut pas que tu aies un diplôme parce que sinon tu voudras travailler, tu es inférieur à tes frères, tu dois obéir, tu dois être une bonne épouse, tu dois avoir des enfants et tu dois, tu dois suivre tout ce qu'on te dit et tu ne dois pas mettre un pas de côté. Et tout ça, ça vient même, il y a une dame qui nous en a parlé à Roucourt, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une comptine. Tu dois obéir à tes parents, tu dois être gentil, etc. Et il y a une fille qui a chanté cette petite comptine à une policière pour lui expliquer que ça revenait tous les soirs et elle l'avait tellement en tête que je me souviens, quand on a donné cours à Framery une fois, je ne sais pas si tu te souviens, tu étais là, il y a une fille qui a dit, oh, elle avait 18 ans au moins, cette fille-là, hein, mais les parents, ils savent quand même mieux que nous ce qui est bon pour nous. Elle a sorti ça. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'elle avait été tellement conditionnée qu'elle croyait qu'elle ne pouvait pas choisir elle-même son compagnon de vie, le métier qu'elle fera plus tard. Les parents vont décider de tout. Et c'est ça la problématique. Les parents conditionnent avec texte sacré à l'appui, ils mentent, hein. Ils croient vraiment que c'est la religion qui leur permet de faire ça, et ils ont tout bénéfice, puisque alors la religion dit qu'il faut obéir aux parents et ne pas se révolter. Donc c'est facile. Hein. Voilà le problème. Mais on manipule les religions. Ça, c'est sûr. C'est depuis qu'elles sont dangereuses. C'est depuis qu'elles sont et c'est à des fins non religieuses. C'est ça qui les rend dangereuses. Je suis tout à fait d'accord. Violette, tu as quelque chose à dire de plus? Non, je suis entièrement d'accord. L'importance de la prévention. Et si possible, plus jeune. Fallait déconstruire, oui. Déconstruire tout ça, c'est difficile, c'est sûr. Le plus jeune possible, c'est vrai. Mais quand on arrive avec notre notion de mariage forcé, on le fait souvent seulement qu'à partir de 16 ans, parce qu'avant, c'est parfois difficile. En tout cas, les égalités de genre, ça c'est sûr que ça doit se faire le plus tôt possible en maternelle. Une fille et un garçon, ça fait la même chose, etc. Puisqu'à 4 ans, à l'école maternelle, le petit, on a beaucoup le cas en maternelle, le petit dit non, moi je fais pas ça, c'est une histoire de filles. Remettre de l'ordre, non. Nettoyer la table, non. Donc ça commence très tôt. Et alors, même un petit qui a dit, t'as rien à me dire, hein, t'es qu'une femme.
Et j'ai entendu ça au magasin Lidl. Je suivais une maman qui ne s'en voilait, qui ne s'en sortait pas avec son fils qui était petit. Elle donnait, l'enfant donnait des coups de pied à sa mère dans les jambes, et elle rouspétait, et il continuait. Il ne lui obéissait pas du tout. Elle n'avait aucun pouvoir sur lui. Ça, oui, c'est les garçons... j'ai déjà entendu que jusqu'à un certain âge, les enfants sont élevés de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne leur met pas de limite. Mais à partir d'un certain âge, 6-7 ans, là, ça change. Et là, les filles en ont beaucoup et les garçons, pas du tout. Ça continue comme ça. C'est quand même quelque chose qui est aussi ancré chez nous dans notre... oui, ça a changé ces dernières années, heureusement, mais certaines mères continuent à élever leurs fils et leurs filles en disant bon, toi, tu vas débarrasser la table. Et pourquoi lui, il va pas le faire? Ah, mais lui, c'est un garçon. Donc, ce sont les femmes, malheureusement, qui elles-mêmes, parfois, peut-être inconsciemment, innocemment, transmettent cette image de l'homme et de la femme soumise, alors qu'elles le subissent elles-mêmes. L'excision, c'est la même chose. Ce sont des femmes qui continuent à faire subir à leurs filles les traumatismes qu'elles ont subis. Donc ça veut vraiment dire que c'est aux femmes qu'il faut s'adresser, que c'est elles qu'il faut former des idées, auxquelles il faut ouvrir les idées vers autre chose, vers une autre possibilité que ce schéma qu'on leur a imposé et que inconsciemment elles continuent à respecter. Mais ce qu'il y a, ce sont des schémas qui sont mis en place par une société à la base aussi. C'est-à-dire que si on remonte dans les années 20-30, vous avez le schéma familial, le père, la mère au foyer, les enfants, ceci, etc. Et donc c'est toutes des images qui sont là, mais qui sont matraquées, c'est du subliminal, et on matraque les gens. Dans les publicités, par exemple. Oui. C'était Jacqueline Maillan qui disait, si on regarde les publicités, il n'y a que les hommes qui travaillent, il n'y a que les femmes qui transpirent. Voilà, mais c'était... je me souviens qu'elle avait dit ça une fois. Super. Mais c'était l'image de l'époque. Maintenant, ça change. Les hommes sont meilleurs, mais ça a été longtemps ça, quoi. Maintenant, on s'offusque que c'est une femme nue au Bao, elle descendait toute nue dans sa baignoire. Et oui, bien sûr. Et c'était qu'une pub. Et même pour vendre des voitures aussi. Voilà. Ça change. Oui, ça change, heureusement. Oui, ça évolue. Ce qui différencie quand même ce rôle gentil de la femme qui fait tout et de l'homme qui va travailler, c'est vrai que c'était déjà dur à l'époque, que maintenant on évolue et l'égalité des droits commence à s'établir tout à fait, enfin presque tout à fait. Ce qui change ici, malgré tout, c'est cette violence qui entoure la soumission de la femme. Et ça, c'est quand même différent. On ne peut pas dire que c'est analogue à ce qui s'est passé en 1900 et certaines communautés de maintenant. Non. Il y a une volonté de maintenir par la violence la soumission. Et cette violence est très importante et c'est ça qui nous étonne toujours et qui est extrêmement... la violence, comment est-ce que je pourrais dire? Elle submerge tout. Ces filles ont peur. Ces filles se suicident. Il y a un taux de suicide terriblement important dans les familles patriarcales. Dans le coin, une fille, elle est sautée du pont. Elle s'est bien amochée, mais elle ne s'est pas tuée, malheureusement, parce qu'elle est dans un état pas possible. Il y a des filles qui prennent des médicaments. Il y a un taux de suicide réussi, mais aussi des tentatives inimaginables. Et il y a beaucoup de filles qui se blessent volontairement, qui se scarifient. Donc il faut voir cette souffrance, et on les voit dans les écoles jusqu'à 18 ans. Parce que l'obligation scolaire... Et ça, merci la Belgique, on les a toutes jusqu'à 18 ans. Dans les écoles, mixtes de surcroît, et donc elles voient autre chose.
elle tombe amoureuse souvent, ou on devient amoureuse d'elle. Et alors, après, elle retombe dans un schéma archaïque qu'elle ne supporte plus. Et c'est ça qu'elle demande de l'aide. Nous sommes là seulement pour aider celles qui nous le demandent. Elles osent demander de l'aide maintenant, grâce sans doute à l'école, et peut-être grâce à nous un petit peu, puisqu'on fait quand même un travail depuis tellement d'années maintenant pour dire qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent réagir et que certaines peuvent les aider. On n'est pas nombreux, vous savez. Une question, mais par rapport à un truc qui rejoint la question de tout à l'heure, par rapport à la violence. Est-ce qu'au niveau de la police, par exemple, est-ce que la police fait respecter justement ses droits aux familles? Comment veux-tu quand t'es pas faire Oui, non, mais je veux dire que là je parle de votre association, quand vous dénoncez quelque chose et qu'on en arrive à devoir aller à la police, quelle est la réaction réelle de la police? Est-ce qu'elle intervient? Est-ce qu'elle réagit? Ou est-ce que ça tombe dans le biais des trucs, allez, hop, dans les tiroirs, quoi? Il y a plein de scénarios, différents. Alors parfois, on va être reçu comme des malpropres. On va dire, voilà, dépôt de plainte, maintenant, vous savez, depuis le Covid, il faut prendre rendez-vous. Alors que quand il y a de l'urgence, les gars, c'est maintenant, c'est pas dans 3 semaines. Donc voilà, il y a plusieurs schémas possibles. Parfois, on va juste être reçu devant, là, à l'accueil. Alors, il y a plein d'autres gens qui sont là derrière. Oui, c'est pourquoi. Alors, comment voulez-vous mettre en avant qu'il y a eu des viols, qu'il y a eu des coups, machin. Donc, c'est une double violence pour la victime. C'est répéter ce qui se passe sans savoir s'il n'y a pas des personnes de la même communauté qui sont derrière. Alors, nous, ça va, on mord, on se laisse pas faire. Donc, je veux dire, on insiste. Alors, ça peut être classé, ils veulent classer ça en différent familial, alors que ça reflète pas du tout nos statistiques. Alors, notre chance, c'est qu'il y a des accords de collaboration qui ont été effectués. Donc, la zone de police de Mons-Kévy, il y a un accord de collaboration qui a été réalisé déjà plusieurs années, bien avant que je sois à l'ASBL. Donc, ça, c'était déjà un plus. Donc, on travaille essentiellement avec le SAPV, Service d'assistance policière aux victimes. Alors, on va toujours passer par eux d'abord, avant de continuer et préparer la victime à déposer plainte, parce qu'une fois qu'elle dépose plainte, nous, on doit être sûr qu'elle ne rentrera plus au domicile, parce que là, ça risque de partir en cacahuète. Forcément, quand il y a un dépôt de plainte, les personnes qui sont impliquées et qui sont accusées seront entendues, donc ce sera peut-être le lendemain, 3 semaines après, mais en attendant, on ne peut pas prendre de risque de se dire, il faut la cacher, elle ne peut pas rentrer à son domicile. Alors moi, je suis là depuis 2 ans. Il y a quelques mois, donc c'était une jeune, je veux dire qu'on avait déjà suivi l'année dernière et qui est retournée en cellule de crise, enfin bref. Et là, elle a dit, ok, je vais déposer plainte, et c'est la première fois en 2 ans où voilà, j'ai pu rentrer avec la jeune. On avait travaillé en amont avec le SAPV, et en fait, donc on a aidé pour la rédaction du PV. C'était un jeune aspirant justement que Michel avait eu lors de ses cours à l'académie de police. Et pas qu'il tâtonnait, mais en fait, il y a des codes bien spécifiques. Donc, j'expliquais, il y a le code 42, c'est le différend familial. Nous, nos codes à nous, c'est 55J, 55K, si jamais un jour vous avez besoin. C'est vraiment pour la cohabitation forcée ou mariage forcé. Et puis, il y a le 43K, c'est pour les mutilations génitales. Alors, nous, on aide à étoffer, à élaborer le dépôt de plainte. Et pour la première fois en 2 ans, là, ils ont tout envoyé le PV au parquet, qui a tout de suite référé à la magistrate. Et là, ça a pris une ampleur de dingue. Tout de suite, la jeune ne peut pas rentrer chez elle. Elle n'était pas prête psychologiquement, alors qu'en amont, on s'était dit, on fait le dépôt de plainte, mais attendez, elle devait partir à peine 1 semaine après. Il n'y avait pas de place en maison d'accueil. Donc, on avait dit, attendez avant de l'enregistrer, de le faire monter plus haut. Mais là, au vu de la dangerosité, c'était des Albanais, ils avaient un fameux pédigré, les parents, les frères, c'était... on parlait de terrorisme et de tout ça, quoi. Je veux dire, il y avait des choses, c'était assez... ils n'ont pas cherché à comprendre. Non, la jeune ne peut plus rentrer. Donc là, ça a été toute une précipitation. C'était bien. C'était bien, mais c'est arrivé qu'une seule fois, moi, en 2 ans de travail, quoi. Oui. Moi, c'est déjà arrivé quand même, mais c'est vrai que ça bouge. Ça bouge parce qu'il y a dans les académies quand même parfois ils acceptent qu'on leur donne cours de violence liée à l'honneur. Maintenant, avec la réduction de l'argent qu'on va donner dans les cours d'académie, peut-être que celui-là sautera avant les autres, mais du moins on fait passer l'idée que les PV doivent être portés aux magistrats avec tous les feux qui éclairent et qui disent que ce sont des violences liées à l'honneur. Et de plus en plus on s'y emploie et ça marche.
Ça marche quand c'est fait dans les règles de l'art et qu'elles osent y aller. Mais dans la petite comptine chantée à la petite fille, c'est « Et la police, méfie-toi ». Ils n'aiment pas les parents, il ne faut absolument pas qu'ils voient ce qu'on fait. Ce qu'on fait dans notre maison, ça ne regarde personne. Et même quand elles se font aider par nos associations, elles sont mises de côté et elles sont surveillées tout le temps. Hein. Même à l'école, une fois, j'ai parlé à une victime dans le bureau de la psychologue, et quand j'ai ouvert la porte, le frère était derrière qui écoutait. Et elles sont même observées dans la cour de récréation. Ils mettent des vigies pour surveiller les filles. Le contrôle est permanent. Et ces gamins-là, ils sont nés en Belgique, ils sont belges pour la plupart, mais ces idées que la fille est soumise et doit obéir et qu'ils sont les responsables de la virginité de leur sœur et du comportement de leur sœur, mais ils continuent. Donc il faut aussi agir parce que tu as dit à un moment, il faut que ça vienne des filles. Mais les garçons aussi, hein. Il faut changer quand même les mentalités de ces jeunes frères. Hein. Ils sont éduqués souvent par les femmes, c'est vrai. Il y a 2 sortes de mères. Hein. Il y a des mères qui... Il y a des mères qui acceptent les idées du père et qui sont même plus intransigeantes que lui. Pourquoi ? Parce qu'une femme est responsable de l'éducation des filles. Et qu'il y a des filles, des mères qui se font tabasser quand leurs filles n'obéissent pas. On a eu ce genre de comportement dans les communautés turques, par exemple. Et dans d'autres communautés. Hein. Mais il y a toute une série de femmes qui l'ont vécu et qui ne veulent pas le faire revivre par leur propre fille. Mais c'est là le risque gros. Parce que, par exemple, il y a des femmes qui, à 50 ans ou 40 ans, veulent divorcer dans des familles patriarcales, pas possible. Pourquoi ? Parce que le père, même s'il ne s'entend plus avec la mère, ne supporte pas qu'elle veuille divorcer. Donc la loi belge qui permet le divorce, pas pour eux. Ça déshonore la famille. Et qui est-ce qui frappe la maman ? On a eu 3 cas. Parce que les frères. Les fils frappent leur mère. Tu ne abandonneras pas papa. Ok ? On a eu des cas là, sur Couem. C'est pas triste. Hein. Donc, ah oui, c'est l'heure. On pourrait parler toute la soirée. Ouais, moi j'étais partie, moi. Domination, c'est... Attendez, parlez pas tous à la fois, le couple, là. Oui. C'est la dame ou l'homme ? C'est la dame. C'est les femmes. C'est la dame. Non, mais j'ai dit, c'est vrai que on connaît les violences faites aux femmes, on sait qu'elles ne sont pas nouvelles, mais ce qu'on ne se rend pas compte vis-à-vis de ces femmes-là, c'est que le risque est énorme. C'est leur vie qu'elles risquent. Voilà. À chaque instant, un crime d'honneur, pour eux, n'est pas un crime. C'est juste se laver dans le sang, comme on l'a dit. Donc, quand une jeune fille porte plainte, elle risque de se faire défigurer, d'être tabassée à mort, d'être brûlée. C'est vraiment horrible ce qui l'attend. Oui. C'est pas la punition de la jeune fille lambda chez nous. Tu sortiras plus de ta chambre, tu n'auras pas de GSM. Tu es dans le coin, comme Diego, il était dans le coin. Voilà, ça dépasse notre propre entendement, on s'imagine pas. Tout à fait, ça dépasse notre propre entendement. J'adore comme conclusion cette phrase, mais on est quand même contente de vous l'avoir expliqué, d'avoir expliqué un peu notre vécu. Alors ici, on l'a fait par le théâtre et je remercie encore Violette, qu'on peut applaudir très fort. Monsieur, voilà. Merci. On ne vous met pas dehors, mais il y a des personnes après nous, donc... Et puis on a retourné à notre stand. Hein.